Bonjour à toutes et bonjour à tous, et merci de votre invitation. Pas mal des auteurs que vous avez cités m'ont bien évidemment inspiré et accompagné. Alors je ne connais pas tous toutes leurs œuvres en profondeur, mais effectivement l'objectif de ce livre, c'était d'essayer de dresser aujourd'hui un diagnostic lucide et plus objectif possible de l'état de la société française. Et ce diagnostic, au terme de notre travail, alors le travail c'est à la fois le travail de rédaction mais aussi d'analyse. J'étais accompagné par Sylvain Montornac, un collègue qui m'a beaucoup aidé dans ce travail. Ce travail, en fait, c'est aussi une réflexion depuis une quinzaine, une vingtaine d'années. Donc moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille en institut de sondage. Donc je vois passer des enquêtes d'opinion, des enquêtes sociologiques. Alors, à la fois ce que les sondeurs produisent, mais aussi j'ai été formé à la géographie électorale, donc j'ai une passion pour les cartes électorales, donc je regarde élection après élection, et puis je vois aussi la société française évoluer. Donc le point de déclenchement de cette recherche, c'est la présidentielle de 2017, suivie par les législatives, donc un tropisme assez électoraliste, mais en disant, voilà, il y a un Big Bang qui s'est produit, comment cela s'est-il passé? Alors bien évidemment, il y avait un certain nombre de raisons un petit peu contingentes ou accidentelles, mais est-ce que tout ça n'est pas révélateur en fait de mutations qui sont bien plus profondes? Et en gros, est-ce que la fin du clivage gauche-droite tel qu'on a pu voir, est-ce qu'elle ne nous dit pas beaucoup de choses sur ce qui est en train ou ce qui s'est déjà passé dans la société française? Et donc un peu comme le saumon qui remonte le cours de la rivière, je dis il faut remonter sur les épisodes précédents pour aller voir ce qui s'est passé dans la société française qui aboutit à cette grande diversité, d'où le titre de l'ouvrage « L'archipel français ». Pour ce faire, on s'est appuyé sur une boîte à outils qui comprend différents ustensiles. Alors d'abord les sondages, les données d'opinion, qui nous éclairent sur les votes, les comportements, les croyances, mais également, je vous l'ai dit, une approche spatiale, une approche géographique, parce que je crois beaucoup que si on veut comprendre ce qui se passe dans la société française, il faut absolument intégrer la dimension spatiale et territoriale. On prendrait juste un exemple. Le conflit, la crise des Gilets jaunes, si on n'a pas des lunettes un peu de géographe, on ne comprend rien à ce qui s'est passé dans ce conflit. C'est la France de l'étalement urbain, c'est la France, il y a l'homme de la rue et le peuple de la route, c'est le peuple de la route qui s'est soulevé. C'est complémentaire, cette analyse géographique et cartographique, avec l'analyse sondagière. L'analyse sondagière est, j'allais dire, par construction, assez fortement jacobine, dans le sens où c'est des Parisiens qui la font, alors même si, comme moi, ils peuvent être originaires de province, mais aussi et surtout parce que, habituellement, aussi pour des raisons de coût, le sondage national classique, il est fait sur 1000 personnes, et 1000 personnes, ça ne vous permet pas de descendre à une échelle géographique fine. Et donc le sondage est un bon outil pour comprendre ce qui se passe par classe sociale, par tranche d'âge, mais géographiquement, ça bute toujours un peu. Alors, on a en partie résolu le problème aujourd'hui avec des sondages qui sont réalisés sur des échantillons bien plus importants et qui nous permettent d'avoir un début de lecture géographique. Donc à la fois le sondage, la carte, et puis aussi une source documentaire totalement inédite. Elle a déjà été travaillée, mais pas à cette échelle-là, qui est l'étude des prénoms. Parce qu'on s'est appuyé sur des travaux de sociologues et on s'est aperçu empiriquement que c'était tout à fait pertinent de s'intéresser aux prénoms parce que c'était un condensé d'énormément de choses. Et le prénom dit, alors attention, beaucoup plus sur celui qu'il donne que sur celui qu'il porte. Mais voilà. Et alors pour ce faire, on s'est appuyé sur un énorme fichier qui est en libre accès sur le site de l'INSEE, qui recense depuis 1900 toutes les naissances qui sont intervenues en France, année par année, département par département. Donc au compteur, on a 84 millions de naissances enregistrées dans la base. Alors l'INSEE, bien évidemment, n'opère aucun tri. Il y a juste un onglet par année et par département, mais il n'y a aucun tri et aucune classification d'aucune sorte. Parce qu'on va voir que ça peut être assez sensible après comme matière, sauf qu'à un moment, si on veut regarder l'état de la société française, il faut un petit peu mettre les mains dans le cambouis et soulever le capot. Donc, armé de cette boîte à outils, donc on s'est livré à cette espèce de diagnostic de la société française, et comme je vous le disais, le constat qui s'est imposé à nous, c'est celui d'une archipélisation, donc d'une fragmentation sans précédent. Alors,
comme vous l'avez rappelé, beaucoup d'auteurs très célèbres et très sérieux ont montré que la société française, derrière la célèbre devise « une et indivisible », était quand même très très diverse. Donc il ne s'agit pas de communier dans un souvenir d'un âge d'or révolu où la France aurait été totalement homogène. On rappellera par exemple qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, donc l'âge d'or de la Troisième République et de ses hussards, en Bretagne, au Pays Basque, en Catalogne française, en Corse ou en Alsace, 70% des parents parlent en langue régionale à leurs enfants, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Donc on voit bien que... Sauf que, derrière cette grande diversité géographique, des terroirs, des cultures, on parlait de Todd et Lebras aussi, des modèles familiaux, des familles souches, etc., il y avait une double matrice unifiante qui donnait sa cohésion et sa cohérence à la société française. Cette matrice, cette double matrice, en fait, c'était cette opposition entre un bloc catholique et le bloc républicain et laïque. Et c'est là-dessus qu'était fondé et basé le clivage gauche-droite. Et en gros, la société française a fonctionné comme cela, de la Révolution française jusqu'au milieu, début des années 80, jusqu'aux travaux de Brodel et d'autres. Et donc ensuite, progressivement, on est passé à autre chose. Ce qu'on pourrait appeler une espèce de France d'après cette histoire de la longue durée. Ce soubassement religieux, donnant lieu à une traduction électorale et politique, il est fondamental. C'est-à-dire que quand, par exemple, un historien comme Dupeux, dans les années 50, travaille sur le Front populaire, il regarde la France du vote pour le Front populaire et se dit de quoi cette carte est-elle le nom. Alors on est dans les années 50, il y a une forte emprise marxiste sur les sciences sociales, et il dit en fait c'est juste la déclinaison, la traduction des classes sociales. Et donc il fait à côté apparaître la carte de la proportion d'ouvriers département par département. Il dit ça va coller, sauf que ça colle pas du tout. Il y a des grandes différences parce que on a des régions qui sont très ouvrières et qui votent à droite, et des régions très paysannes qui votent à gauche. Alors il essaye, il se dit voilà, justement on est dans les années 30, on est dans un pays qui est encore très paysan, très rural. Est-ce que c'est pas la classe, on les appelait les cultivateurs dans les nomenclatures à l'époque, est-ce que c'est pas les cultivateurs qui, de par leur présence ou leur absence, ou leur poids relatif, font le vote? Et là aussi, quand on regarde la carte des cultivateurs et le vote de droite ou le symétrique du vote pour le Front populaire, ça ne marche pas. Et donc par essai-erreur, ils testent beaucoup de cartes, et finalement celle qui colle le mieux, c'est la carte de la pratique religieuse catholique, en négatif. C'est-à-dire que c'est l'anti, au sens photographique du terme, c'est le négatif de la carte du vote pour le Front populaire. Et donc, ce vote pour le Front populaire, qui agrège, en gros, je caricature, le vote des ouvriers communistes du Pas-de-Calais, des vignerons socialistes et séfiaux du Midi Rouge, et puis des petits fonctionnaires radicaux socialistes parisiens, eh bien, c'est la République, c'est la laïcité contre le bloc conservateur et le bloc catholique. La preuve, c'est que dans un discours resté célèbre, Maurice Thorez, le grand leader communiste de l'époque, fait un discours de la main tendue. On est dans des élections de combat à l'époque, c'est très frontal. Il y a les bruits de bottes en Espagne, la montée du fascisme en Europe. Et donc c'est très idéologique. Et il lance un grand discours, et le discours de la main tendue, il s'adresse à qui d'abord en premier? Donc à ses adversaires, et je te tends la main à toi catholique. Donc la première figure qui lui vient à l'esprit, c'est le catholique. C'est pas le cultivateur, le bourgeois, le paysan, etc. C'est le catholique. On voit bien que c'est cet affrontement-là qui a structuré ça sur la longue période. Alors que s'est-il passé? Eh bien, les deux grands piliers, ces deux grands blocs, se sont complètement disloqués et se sont effondrés. Alors, on va commencer par le bloc catholique. Alors bien évidemment, on va dire, il est gentil, il nous parle de déchristianisation, et il y en a d'autres qui se sont penchés sur la question avant lui. Et bien évidemment, il y a les travaux aussi de Marcel Gauchet, aussi à cette époque, au début, avec sa thèse sur la sortie de la religion, au début des années 80. Sauf que Marcel Gauchet avait raison, et on est
moi j'ai un avantage, c'est que je suis né un petit peu après, et donc on est 30 ans plus tard. Et donc là on pourrait dire quasiment que nous sommes aujourd'hui au stade terminal de ce processus de déchristianisation. Alors je vais vous donner quelques illustrations ou exemples de tout ça. On va s'appuyer d'abord sur des sondages. Donc l'IFOP, qui est une vieille maison qui a été créée en 1938, donc il y a eu une petite pause pendant les années de guerre. Donc on a retrouvé dans les archives de l'IFOP un sondage qui date de 1961, donc on est juste avant le Concile de Vatican II, où les enquêteurs de l'IFOP demandent aux Français à quelle fréquence ils se rendent à la messe. Et donc on a la réponse suivante, 35% des Français vont à la messe, déclarent aller à la messe tous les dimanches ou plus. Alors après il y a seulement une fois par mois, aux grandes fêtes, etc. etc. Et donc du coup on s'est dit, on va reposer la même question 50 ans plus tard. Donc on l'a reposée en 2012 pour la Croix, qui a été fair play, a accepté de jouer le jeu. Il savait que les résultats ne seraient pas forcément très favorables. Et donc on a testé la même question. Alors ça faisait un peu drôle de demander aux Français en 2012, est-ce que vous allez à la messe tous les dimanches ou plus? Mais il fallait qu'on compare stricto sensu les questions et donc les résultats avec des enquêtes comparables. Et donc le résultat qu'on observe en 2012, c'est 5% de Français qui nous déclarent aller à la messe tous les dimanches ou plus. 5%. Donc, alors, c'est bien évidemment du déclaratif. Nos enquêteurs n'ont pas accompagné les gens chaque dimanche, etc. Mais on peut penser que les biais qui existent aujourd'hui étaient là aussi à l'époque. Et donc vous voyez qu'en 2 générations, en 50 ans, on est passé de 35 à 5. Alors, bien évidemment, en 61, déjà, vous allez me dire, les catholiques étaient minoritaires. Les catholiques pratiquants, c'était que 35%. Mais comme on dit à la bourse, 35%, c'est une sacrée minorité de blocage, vous pesez lourd. C'est-à-dire que dans des coins entiers du pays, vous êtes majoritaire, il y a tout un tissu social et culturel qui pèse très très fortement. Donc ils étaient minoritaires, mais ils étaient une minorité de blocage et ils étaient un pilier tout à fait substantiel de la société française. Aujourd'hui, ils sont 5%, et donc ils sont une des îles de l'archipel français, alors qu'ils étaient encore un des piliers constitutifs de tout cela. Autre élément qui nous permet de prendre la mesure et l'ampleur de ce phénomène de déchristianisation et de recul de l'influence catholique, les données de l'Église elle-même. La Conférence des évêques, sur son site, produit toute une série de données. Donc il y a des données sur les baptêmes. On voit là, sur les 15 ou 20 dernières années, ça s'est effondré. Et puis on a des données aussi sur le nombre de prêtres catholiques en activité. Fin des années 90, on compte encore en France à peu près 20 000 prêtres diocésains. Dernière statistique disponible, on est à 12 000. Donc fin des années 90 à 2017, on est passé de 20 à 12 000. Vous prenez l'âge moyen des prêtres, vous regardez la tête de la courbe et vous dites, à horizon 25 ou 30 ans, si je poursuis la courbe, on touche le fond. Il n'y a plus. Alors on nous dit, oui, mais il y a quand même une centaine d'ordinations par an, ce qui est vrai. Mais combien de prêtres, entre guillemets, sortent du jeu? C'est bien plus. Et le solde, entrée moins sortie, c'est à peu près moins 400 par an. Il se peut tout à fait qu'on maintienne une présence de prêtres catholiques en France en faisant appel, ce qu'on fait déjà, à des prêtres qui viennent du Sud. Et donc là, on a un retournement, comme l'histoire en a le secret, puisque au début du XXe siècle, la France, fille aînée de l'Église, fournit à Rome 70% des missionnaires qui sont envoyés partout sur la planète pour répandre la parole du Christ. Alors à l'échelle de Rome, la France est une filiale ou une province, le temps est long, et donc c'est juste une filiale qu'il faut aider peut-être momentanément, mais à l'échelle de notre pays, c'est un bouleversement sans précédent. Tout cela n'affecte pas uniquement la pratique religieuse et la croyance, ça va bien plus profond que cela, c'est toute une culture et tout un référentiel qui est en train de s'évaporer. Je vous ai parlé des prénoms tout à l'heure, donc ils sont utilisés un petit peu en fil rouge dans cet ouvrage, et là on en a une illustration frappante. Si on prend un prénom comme le prénom Marie, qui est quand même très connoté religieusement, eh bien on peut mesurer à l'aune de cet indicateur l'ampleur de la déchristianisation en France. En France, en 1900, une petite fille sur 5 qui naît cette année-là s'appelle Marie, 20%. Là aussi c'est une moyenne nationale, c'est-à-dire que dans le Finistère c'est 47,
Et ici, dans la Seine, et sans doute notamment dans ce quartier-là, on est déjà en dessous de 10%. Et donc vous voyez que cette matrice religieuse, cette matrice catholique, elle a une telle force d'imprégnation qu'on en va jusqu'à donner des prénoms qui vont bien. Pour les petits garçons, c'était Jean, hein, c'était 16% des garçons. Aujourd'hui, des maris, à l'état civil, c'est 0,3 ou 0,5%. Et des sociologues qui ont travaillé sur les prénoms nous montrent qu'on a des cycles de vie des prénoms. Quand les grands-parents ou les arrière-grands-parents sont décédés, les parents reviennent à la mode. Je pense que dans vos entourages respectifs, vous avez peut-être vu passer des petites Louises ou des choses comme ça. Voilà, ça revient. Ça ne se produit pas avec Marie. Les porteuses sont massivement décédées et le prénom n'est pas revenu à la mode parce qu'il était très chargé religieusement et que le phénomène ne se produit pas. Si on regarde sur ces prénoms, c'est intéressant de voir que l'effondrement du prénom Marie, il se fait par paliers, c'est pas linéaire. Il y a des phases de résilience, puis après ça s'effondre. Et puis il y a un phénomène qui est intéressant, alors c'est pas compté dans la courbe dont je viens de vous parler, on a fait un autre calcul à côté. On voit fleurir milieu des années 40 jusqu'à la fin des années 50, début des années 50, ça dure une quinzaine d'années, toute une série de prénoms qui contiennent Marie, mais qui sont des prénoms composés. Marie-France, Anne-Marie, Marie-Christine, etc., etc. Ça dure 15 ans. Et donc on peut analyser ça comme un sas de sortie de la religion. Hein, c'est-à-dire on appelle encore sa fille Marie, mais c'est déjà Marie quelque chose. On customise un petit peu. Hein, donc on a encore un pied dedans, mais on a déjà un pied dedans. Et puis ça sort. Au bout de 15 ans, on est sorti. Ce déclin de la matrice catholique, donc je dis, ça va plus loin. Donc ça, jusque dans le cœur des familles, comme on appelle ses enfants. Sociologiquement et politiquement, on est ici au Cercle Condorcet. En 84, cette France-là se mobilise contre la loi Savary pour la défense de ce qu'elle appelle l'enseignement libre, ce que les autres appellent l'enseignement privé. Et sa capacité de mobilisation, à l'époque, est encore en capacité de faire reculer le gouvernement. Grosso modo, c'est la même France, on peut discuter, mais grosso modo, c'est les mêmes bataillons, qui se mobilisent 30 ans plus tard, 2012-2013, sur la manif pour tous, et la loi passe. Et donc là, il y a un choc très fort dans cette France catholique qui prend conscience des conséquences de son statut de minorité. Parce que jusqu'à présent, il y a eu une espèce de gentleman agreement avec la République, en disant, bon, on vous laisse aux écoles, et le cadre juridique et le cadre philosophique global, en gros, c'est un cadre judéo-chrétien laïcisé. Et donc on s'y retrouve. Là, avec le mariage pour tous, demain avec la PMA, on a toute une partie de ce qui reste de cette France catholique qui se dit, mais le pays est en train de partir très très loin, et nous, on n'a plus la capacité de réorienter les choses. Et donc, on arrive de facto à ce que j'appelle dans le livre carrément un basculement anthropologique. C'est-à-dire que même pour ceux qui n'étaient pas chrétiens ou croyants, votre rapport au corps, la hiérarchie homme-animal, la question de la procréation, tous ces sujets-là étaient balisés et formatés par cette matrice de longue durée. Aujourd'hui, tout ça est en train de sauter à vitesse grand V, notamment au rythme du renouvellement des générations. Si on regarde les données de sondage, mais aussi les données de marché, parce qu'il y a un marché pour cela, aujourd'hui, une majorité de Français préfèrent se faire incinérer que se faire enterrer. Donc le rapport au corps change. C'était moins conditionné par la religion, mais c'est aussi le rapport au corps. Et la religion avait quand même dit 2-3 trucs là-dessus. Regardez les tatouages. Les tatouages, on a 17% de la population française qui est tatouée. 1% des 65 ans et plus. Donc si vous n'aviez pas fait votre service dans les îles, ou si vous n'étiez pas forain ou marin, il y avait assez peu de chances que vous soyez tatoué. Les moins de 35 ans, c'est 25% de la population. On a 4000 artisans tatoueurs en France, un par canton, avant la réforme des cantons. Donc on voit bien que tout ça change. Hein, et que ce qui est totalement incongru ou qui rentrait même pas en ligne de compte pour les générations nées pendant le baby-boom ou avant, est aujourd'hui complètement banalisé. Autre exemple, hein, sur ce basculement anthropologique, parler du rapport au corps, à la procréation. Donc on va avoir la loi sur la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules. Donc, quand on sonde les Français en disant est-ce que vous êtes favorable à ce que toutes les femmes puissent bénéficier de la PMA,
donc c'est un sondeur qui parle, il faut vous méfier des libellés. Si on dit est-ce que vous êtes pour que tout le monde ait les mêmes droits, en général, la réponse est oui. Mais elle est oui dans de très grandes proportions, c'est à 66%. Si on dit, bon, on va rééquilibrer un peu le tir, on dit, bon, en fait, les gars, dans ce cas-là, l'enfant qui naît n'a pas de père. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, on est à 50-50. Bon, les 50-50, sur les 65 ans et plus, ils sont à 2 tiers opposés. Sur les moins de 35 ans, ils sont à 2 tiers favorables. Et donc, vous avez une évolution comme ça, un basculement anthropologique qui est en train de se faire, accompagné par, c'est toujours la même dialectique, le législateur qui dit bah, la société bouge, donc il faut qu'on s'adapte. Ce faisant, on accélère le changement. Dernier exemple sur ce basculement anthropologique et ce que signifie cette sortie de la France du référentiel catholique. On a eu des élections assez récemment, les élections européennes. Il y a un parti qui, sans publicité, a fait 2% des voix, c'est le parti animaliste. Le PC, sorti de sa protection mélanchoniste, sous ses propres couleurs, fait 2,5% des voix. Donc là aussi, on voit bien dans ces basculements de fond, c'est-à-dire le PC fait à peu près le même score qu'un truc qui s'appelle le parti animaliste. Le parti animaliste, c'est très sérieux. Quand vous faites la carte du vote, c'est dans les zones les plus déchristianisées, les moins agricoles, ou en tout cas on ne fait pas d'élevage. Et donc on sort aussi de la France de Brodel, la France avec son référentiel paysan et rural. On est sur la France d'après. Donc les animaux, c'est la société du pavillon avec les animaux de compagnie, l'animal qui fait partie de la famille. Et en gros, l'idéologie de ce mouvement, c'est d'abolir quelque part la distinction entre l'homme et l'animal. Là aussi, vous pouvez être bouffe-curé, mais on avait comme boussole une philosophie judéo-chrétienne qui disait bah, il y a l'homme et puis il y a l'animal. Donc il ne faut pas mal se comporter avec les animaux, mais ils sont là quand même pour qu'on les élève, qu'on les mange, et accessoirement qu'on les tue, pour les manger. Et on essaie de faire ça bien, mais c'est dans l'ordre des choses. Cet ordre des choses ne va plus de soi pour toute une partie de la population. Regardez l'écho des vidéos de L214 et regardez la montée en puissance de tout ce discours. Hein, y compris dans un pays de gastronomie comme nous, il faut interdire le gavage pour qu'il n'y ait plus de foie gras, etc., etc. Donc, les gens disent non, on marche sur la tête, mais on ne marche pas sur la tête. C'est-à-dire qu'on a changé de référentiel, on est en train. Donc ça, c'est pour ce qui s'est passé du côté de ce bloc catholique qui, je vous le disais, même pour ceux qui ne croyaient pas, il y avait quelque chose qui irriguait, qui était bien plus large et bien plus profond. Et tout ça, ce soubassement-là, en train de sauter. Et on passe à autre chose. En face, donc on avait le bloc républicain et laïque, de gauche, et donc je vais aller vite, en disant, bon voilà, l'ossature principale, sociologiquement, qui pesait le plus lourd, des années 30 au début des années 80, c'était la culture communiste. Alors j'ai parlé des animalistes, hein. Aujourd'hui, sous leur propre couleur, c'est 2,5. On peut dire, bon, c'est un peu sévère, parce qu'il y en a qui ont dû voter Mélenchon, etc. Bon, même si on met 3-4%, Marchais fait quand même 14,5% des voix en 81, et en 78 aux législatives, le PC est pas loin de 20%. On voit bien là aussi la vitesse avec laquelle ce que certains analystes avaient appelé l'église rouge, vous vous souvenez, parce que c'est une contre-société, et ceux qui se faisaient exclure du parti dans les années 60, c'était aussi douloureux que les catholiques qui étaient excommuniés, hein, c'est-à-dire qu'on perdait tout. Et donc il y avait cette contre-société communiste avec la brique de base qui était la mairie rouge, avec ses logements sociaux, ses emplois, ses associations de jeunes, les colonies de vacances, etc., etc., la vente du journal. Bon, tout ça existe encore, mais comme les catholiques, ils sont une des îles, aujourd'hui, ou un des îlots de l'archipel français. Alors, les gens qui travaillaient à l'IFOP dans les années 60, ils avaient, c'est pas pour se jeter des fleurs, mais ils avaient la partie plus facile que nous, parce que sur un échantillon de 1000 personnes, on a dit tout à l'heure, 350 qui vont à la messe tous les dimanches, bon, on sait où les mettre, et 250 qui votent communistes. En général, c'est pas les mêmes, donc on avait déjà 600 personnes sur 1000 dans l'échantillon qu'on savait classer. Plus après, voilà, les gaullistes, etc. Bon, aujourd'hui, j'ai 50 personnes qui vont à la messe tous les dimanches et 25 qui votent communistes, voilà, sur 1000. Hein, et tout le reste se dispatche et se classe ailleurs. À côté de cela, nous avions d'autres éléments qui donnaient une cohérence et une cohésion à la société française. On parlait des langues régionales tout à l'heure, mais on avait, je reviens à mes prénoms,
un référentiel commun, c'est-à-dire qu'on avait un stock de prénoms qui était utilisé de manière générale par toute la société, toutes les régions. Alors il y avait bien des spécificités dans telle ou telle région, avec des noms de saints locaux, etc. Mais grosso modo, on était sur le même référentiel, là aussi en termes de prénoms. Donc il y avait une surcouche ou une sous-couche, ça dépend, là-dessus, qui était très forte. Il y avait une législation là-dessus qui remontait à Napoléon. Napoléon s'est mêlé de beaucoup de choses. Donc en 1803, il dépose une loi qui précise de manière, comme il savait faire, très détaillée, les prénoms qui sont éligibles à l'état civil. Et donc il ne s'embête pas, on dit c'est tous les prénoms qui sont en vigueur dans les calendriers. Et donc là on retrouve notre matrice Cato, parce que le calendrier, c'était des saints, c'était le calendrier grégorien. Et donc on élargit un peu en disant, bon, vous pouvez aussi prendre quelques prénoms de personnages historiques français, en général, bon, ils étaient eux-mêmes dans le calendrier, ou de la mythologie. Bon. Cette loi a été abrogée en 1993, et donc c'était une des plus vieilles lois françaises en vigueur. Alors comme souvent, le législateur a agi alors même que la société avait pris les devants, c'est-à-dire que ça faisait belle lurette qu'à l'état civil on avait ouvert les vannes, et que les prénoms qui étaient enregistrés avaient commencé à changer assez sérieusement. Mais en 1993, on ouvre totalement et le processus va à son terme. Comme le fichier de l'INSEE remonte à 1900, on a pu comptabiliser année après année, le nombre total de prénoms utilisés chaque année en France sur un siècle pour prénommer les enfants. Et bien de 1900 à 1945, 48, la France fonctionne avec un stock de 2000 prénoms pour garçons et filles. Et on n'a pas la capacité, nous, de remonter plus haut, mais des historiens comme Jacques Dupaquier ou autres ont travaillé sur le 19e siècle et ils ont montré qu'on avait à peu près la même physionomie. Donc en gros, de la Révolution française jusqu'à 1950, on fonctionne avec le même stock de prénoms. Il y a le même référentiel culturel. Alors je vous ai dit tout à l'heure, il y a des régions où on appelle beaucoup les petites filles Marie et d'autres pas du tout. Mais dans le stock de petites filles qui restent à prénommer une fois qu'on a mis Marie, ou pas, eh bien on a fait les calculs, on utilise le même nombre de prénoms dans les deux types de départements. Donc il y avait la couche catholique ou pas, mais au-dessus, il y avait une surcouche qui était assez totalement commune. Ce stock, donc on est à 2000 prénoms en 1945, on passe à 3000 prénoms différents dans les années 60, et dernier comptage, on est à 13 000 prénoms différents aujourd'hui. 13 000 prénoms différents aujourd'hui, sachant que l'INSEE met de côté 50 000 naissances. Et là, ils les mettent dans une catégorie qu'ils appellent prénoms rares. Alors, on regarde dans le glossaire, c'est quoi un prénom rare? C'est un prénom qui va être donné au mieux 2 fois dans l'année en France. Donc, je vous redonne les ordres de grandeur. On a 760 000 naissances aujourd'hui. À la louche, 380 000 petites filles, 380 000 petits garçons. Et si vous êtes en prénom rare, c'est que vos parents vous ont donné un prénom qui va être donné au mieux une autre fois sur 380 000. Donc là, il y a une médaille à donner aux parents, parce qu'ils ont bien bossé, pour trouver le prénom qui va bien. Alors souvent, soit on va le chercher très loin, soit on en prend un qui existe déjà et on le customise. On rajoute une lettre, on en enlève une, on met un accent. Ce qui compte, c'est que l'enfant soit différent et se distingue. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que historiquement, déjà, il y avait l'état civil qui était carré. Et en plus, dans les familles, on donnait les prénoms des grands-parents, souvent, parce que l'idée était d'inscrire, l'idée consciente ou inconsciente, était d'inscrire l'enfant dans une filiation, dans une lignée. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est de le distinguer, de le différencier. Alors, d'où l'explosion de la palette. Et donc là, on voit bien ce phénomène d'atomisation de la société française. Mais on va y revenir. Atomisation jusqu'à un certain point, puisque les gens ne sont pas des individus totalement libres et autonomes. Il y a une espèce d'instinct naturel humain, je ne sais pas, qui pousse plutôt à se regrouper en groupes, en communautés, affinitaires, régionales, culturelles ou autres. Et donc on voit, par exemple, fleurir les prénoms corse en Corse. Aujourd'hui, les prénoms qu'on appelait nous corso-italiens, c'est-à-dire qui sonnent bien corse et italien, c'est 20% des naissances en Corse. Et ça décolle dans le début des années 90, au moment du décollage du vote nationaliste en Corse.
En Bretagne, on a eu jusqu'à 15% de prénoms bretons à la fin des années 70, au moment du printemps breton, avec le groupe Triade, le cheval d'orgueil de Pierre-Jacques Ezeliaz, etc., etc. Là, c'est intéressant le cas de la Bretagne, parce que donc c'est redescendu un petit peu depuis, maintenant ça remonte, puisque comme on a complètement ouvert les vannes, y compris en Bretagne, on donne des prénoms très très étranges, qui ne sont plus forcément des prénoms bretons, donc ça réduit la part de voix pour les prénoms bretons. Mais le cas breton est intéressant, et comment dire, et ça nous permet de montrer en quoi l'étude des prénoms est intéressante. On trace la courbe de la proportion de prénoms bretons en Bretagne depuis 1900, donc qui est très faible et qui décolle et puis qui rebaisse un peu depuis. Et on a tracé aussi la courbe des prénoms bretons en Loire-Atlantique. C'est un cran en dessous en Loire-Atlantique, bien évidemment, mais les deux courbes sont totalement parallèles. C'est-à-dire que quand ça se met à décoller en Bretagne, ça décolle en Loire-Atlantique, quand ça rebaisse, ça rebaisse. Et donc juste à l'aune des prénoms, moi je ne m'engage pas sur beaucoup de sujets dans ce livre, mais à l'aune des prénoms, on peut dire que voilà, la Loire-Atlantique devrait être attachée à la Bretagne. Non, mais donc c'est très sérieux. Vous pensez que vous êtes seul à donner avec votre conjoint prénom de votre enfant, et en fait, vous êtes traversé par tous ces phénomènes culturels très très profonds. La Mayenne, qui est géographiquement aussi proche de la Bretagne que la Loire-Atlantique, ne donne pas de prénom breton à ses enfants. On va commencer. Donc ça s'éclate complètement, on a 13 000 prénoms différents, mais on se regroupe. Je vous ai parlé des catholiques tout à l'heure, donc Marie ne revient pas en vogue, y compris dans les Yvelines, mais on voit que des prénoms qu'on a appelés... Versailles, quoi. Voilà, qu'on a appelés... alors on ne peut pas dire des prénoms versaillais, mais des prénoms qu'on a appelés catholiques traditionnalistes, non, catho-tradi ou catho-BCBG. Et donc, avec mon co-auteur, je dis, mais il faudrait qu'on regarde ça quand même. Alors il me dit, ouais, mais t'es marrant, les prénoms bretons, les prénoms corses, il y a des listings sur Internet, on peut là, mais catho-BCBG, catho-tradi, comment on va les faire? Je dis, bah, je sais pas. Donc on a demandé à Google. Et donc, vous tapez liste prénom catho-BCBG, on vous envoie sur des forums. C'est-à-dire que la requête a déjà été faite par beaucoup de gens qui se définissent eux-mêmes comme ça, s'envoient sur des forums. Et donc là, vous arrivez sur des forums et vous lisez des conversations. Et donc une femme lui dit, bah voilà, j'attends mon 4e. Et donc une autre femme lui répond que tu as de la chance. Et j'hésitais à l'appeler comme ci, comme ça. Et donc mère s'appelait comme ça. Voilà. Et donc, de fil en aiguille, on a gratté, on a sorti, c'est pas exhaustif, une centaine de prénoms féminins. Alors, je vous donne des exemples, c'est Sixtine, Foulque, Omble, Ombline, etc. Donc, c'est des choses très très typées. Bon, ça, c'est 4 à 5% des petites filles qui naissent aujourd'hui en France. Et ça a toujours existé, mais ça a descendu à la même vitesse que les maris, sauf que ça remonte depuis 15 ou 20 ans. Et quand vous faites la carte, Yvelines, Hauts-de-Seine, le Nord avec Lille et la Gironde avec Bordeaux, on a ces prénoms-là. C'est des prénoms aussi qu'on a vus dans les reportages qui avaient été consacrés à la Manif pour tous. Parce que beaucoup de journalistes, notamment dans une société très déchristianisée, étaient très surpris qu'il y ait des jeunes dans cette manif. Les catholiques ont aussi des enfants. Et donc on leur a donné la parole à ces jeunes. Et beaucoup des jeunes filles, elles portaient ces prénoms-là. Donc, vous voyez que, donc on se recrée, la matrice globale explose et on se recrée. Donc il y a des logiques régionales et des logiques affinitaires ou autres. Et donc tous ces référentiels culturels-là sont en train de bouger. D'autres éléments qui donnaient une certaine cohésion à la société française, sont aussi en crise ou beaucoup moins efficaces et puissants que par le passé. C'est le cas par exemple des grands médias, notamment des médias télévisuels. TF1, jusqu'à la fin des années 80, c'est 40% d'audience. Aujourd'hui, c'est 20%. Alors, dans un paysage audiovisuel avec la TNT, etc., beaucoup adoreraient faire 20%. Hein. Je ne dis pas que c'est nul, et je pense que beaucoup seraient très contents de les faire. Mais c'est 2 fois moins qu'il y a 20 ans. Et puis on rappelle quand même que quand il faisait 40%, il n'y avait pas de replay. Hein. Donc vous faisiez 40%, c'est-à-dire que le lendemain matin, à la machine à café, à l'atelier, à l'usine ou dans la cour d'école, il y avait 4 personnes sur 10 qui avaient vu le même programme, le même match, le même débat politique, le même reportage, le même film, et donc le regard porté sur la société, après on était d'accord ou pas d'accord, mais on avait le même référentiel.
Aujourd'hui, tout ça est pulvérisé avec le replay, la TNT, etc. Le conflit des Gilets jaunes, par exemple, a montré la puissance de Facebook, hein, comment ces populations sont agrégées sur Facebook, mais aussi comment les spécialistes appellent cela des bulles de filtre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Facebook a compris comment vous fonctionnez, via son algorithme, il vous balance des contenus dont il sait que vous êtes proche. Et donc vous vous enfermez petit à petit dans votre groupe, dans votre tribu, hein, et ce qui a fait que, par exemple, les thèses complotistes ont fleuri totalement sur cette crise. Hein, vous vous souvenez qu'au moment de la crise des Gilets jaunes, il y a l'attentat de Strasbourg, et tout de suite, des leaders Gilets jaunes disent bah là, c'est un coup des services pour nous casser les pattes et pour casser le mouvement. Hein, donc il y a 2 ou 3 thèses en disant soit on l'a laissé faire, soit il est complètement instrumentalisé, etc. À l'IFOP, on sonde, et parmi les gens qui se définissent comme Gilets jaunes, vous avez 40% de ces gens qui disent la version officielle qu'on nous sert n'est pas la bonne. Et ça tourne en boucle sur ces trucs-là. Et donc les gens pouvaient passer sur les grands médias, etc. De toute façon, ces gens ne regardent plus ces grands médias. Hein, vous avez peut-être entendu ça, vu dans des reportages sur les Gilets jaunes. Les gens vous disaient « je suis mon propre média ». Et une des expressions fétiches sur les forums de Gilets jaunes, alors ça n'avait pas lien avec la fumette, mais c'était faites passer, faites tourner. C'était en gros, j'ai trouvé une info, et donc faites-la circuler. Hein, et donc de manière virale, sans qu'on vérifie les contenus, etc., ou les sources, tout ça se divulgue. Donc on voit bien que Internet n'a pas créé l'archipélisation, mais il l'amplifie. C'est-à-dire que les gens rentrent là-dedans avec leur propre grille, et elle s'auto-alimente, et elle va de plus en plus vite. Donc voilà un petit peu pour le trait général. Ensuite, je vais venir sur 3 aspects plus sociologiques, même si cela l'était aussi. Donc dans ce paysage qui se fragmente et qui se disloque, il y a des tendances de fond qui se mettent en branle. La première, c'est ce qu'on appelait de manière un peu provocatrice la sécession des élites. C'est-à-dire qu'on a le haut de la pyramide sociale, alors après il faudrait définir combien on estime le haut au niveau de diplôme, etc., qui s'est complètement refermé sur lui-même et qui vit de plus en plus dans une bulle et qui est de moins en moins en phase avec le reste de la société. Ce qui n'est pas pour rien non plus aussi dans le déclenchement de la crise des Gilets jaunes et autres. Alors, à quoi ça tient? Ça tient déjà au fait que cette population est plus nombreuse que par le passé. Hein, des diplômés du supérieur, avec l'accès à l'enseignement supérieur qui s'est démocratisé, on a beaucoup plus de gens. Bon, après, ça se réétage, hein, parce que tout le monde, les diplômes ne se valent pas tous, etc. Mais ça fait quand même une masse de gens qui est beaucoup plus importante que par le passé. Elle se concentre dans les grands centres urbains, dans les grandes métropoles. Donc ça, c'est les bouquins de Christophe Guilluy, la France périphérique, l'issue de la France des métropoles. Mais on est ici à Paris, dans l'Est parisien. Recensement de 1982, on a un quart de la population parisienne active qui est cadre ou profession intellectuelle. On a 45% au dernier recensement. Donc là aussi, vous voyez, en 35 ans, tout à fait. Alors, 18, 19, 20e sans doute moins, mais donc ça veut dire que dans toute la partie ouest, on a plus de 50, tranquille. Et donc là, vous prenez votre voiture et vous faites un peu de sociologie sauvage, vous partez de la place du Châtelet, et vous roulez plein ouest jusqu'à Versailles, vous faites 40 km et vous ne traversez que des communes où les cadres sont majoritaires. Donc ça vous fait un énorme terrain de jeu, un écosystème énorme, c'est-à-dire qu'il y a tout. Il y a les écoles, les centres commerciaux, les théâtres, les cinémas, les lieux de travail, les lieux de vie, de sortie, etc., etc. Et donc on peut vivre complètement dans sa bulle en étant totalement coupé de ce qui se passe autour. On est derrière cela par le fonctionnement des médias. Les médias qui sont fabriqués par des gens qui appartiennent plutôt à ces milieux et qui, publicité oblige, puisqu'il faut rentabiliser la page de pub, s'adressent d'abord à ce type de public qui est le plus solvable. Et donc, on a un certain nombre d'anglages, alors il y a une presse de gauche et de droite, mais sur les sujets même qui sont abordés, qui, vous parliez tout à l'heure de la connaissance de la France populaire, on fonctionne de plus en plus en bulle autocentrée. Et donc, si vous, après un long périple à l'étranger, que vous reveniez en France au bout de 10 ans et que vous reveniez au mois de février, et que vous allumez la télé, vous pouvez avoir le sentiment que toute la France va au sport d'hiver. Hein, vous voyez, parce qu'on a 10 minutes sur la météo des stations, le taux d'enneigement en haut, en bas des pistes, massif par massif, combien d'heures de bouchons dans la Tarentaise, etc., etc. Donc on regarde les chiffres de l'IFOP, il y a 5% de Français qui vont au ski en février.
Donc, bon, c'est une petite boutade, mais c'est pour montrer comme ça le déphasage qui peut exister. Personne n'a vu arriver la crise des Gilets jaunes. Mais nous, on avait été très sensibles à la très forte mobilisation qui s'était déjà mise en branle pour les 80 km/h en province. Je me souviens aux informations, 3000 motards en colère à Caen. La CGT, elle n'arrive plus à mettre 3000 personnes dans la rue à Caen, mais il y a 3000 motards pour les 80 km/h. Il se passe quelque chose. Mais Paris Intramuros, c'est 38% de possesseurs de voitures. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? On s'en fout d'une voiture, on peut faire autrement. Mais en province, dans plein d'endroits, vous êtes mort si vous n'avez pas de voiture. Donc après, les carburants, etc., on est là-dessus. Donc on voit bien ces éléments de déphasage qui sont très forts. Tout ça est renforcé par le fait qu'un certain nombre de lieux ou d'institutions qui permettaient, pendant une période de sa vie, notamment dans la jeunesse, à ce que les différentes classes sociales se frottent les unes aux autres, se rencontrent, soit n'existent plus, soit sont en crise. Alors on pense bien évidemment au service militaire, concernait que la moitié de la population, mais c'était déjà pas mal. Quand on regarde les statistiques, avant que Jacques Chirac décide de le supprimer, c'est 2/3 d'une classe d'âge masculine qui fait son service. Alors on a tous en tête des exemples d'exemption, de pistons, etc., etc. Mais Carinca, c'est quand même 2/3. Et on regarde par niveau de diplôme, c'est 2/3 à tous les niveaux de diplôme. À l'époque, niveau de diplôme du jeune, ça veut dire aussi le niveau social des parents. Donc il y en a qui vont être plus pistonnés, ils vont être sous-offres ou officiers, ils vont faire des trucs plus ou moins sympas, mais tout le monde y va. Et je pense que dans vos milieux respectifs, vous avez des gens qui vous parlent aujourd'hui des souvenirs de leur service militaire, en disant, là, il y avait un gars qui était paysan, un autre qui était fils de mineur, rien, et qu'on n'aurait jamais rencontré sans l'armée. Donc ça a disparu. D'où le fait que Emmanuel Macron, sans doute, souhaite soit colté avec son administration, à la fois les militaires qui ne veulent pas jouer le rôle de garde du chiourme, et avec Bercy qui ne veut pas ouvrir les cordons de la bourse. Mais Emmanuel Macron dit qu'il faut refaire un truc pour que service universel, alors c'est qu'une pâle copie de ce que c'était, mais pour que ça fonctionne. Autre institution, il y avait du brassage, cher au cercle Condorcet, l'école. L'école aujourd'hui, Île-de-France, exemple criant, sport national, c'est le contournement de la carte scolaire. Et si on a dit tout à l'heure que la matrice catholique était disloquée, il y a un énorme patrimoine qui reste. Il y a un patrimoine symbolique, on l'a vu avec Notre-Dame de Paris. Mais il y a des actifs, très actifs, si je puis dire. C'est tout le réseau de l'enseignement libre, privé, qui a plus de 80-90% d'obédience catholique. Sauf qu'à 5% de Français qui vont à la messe tous les dimanches, vous ne remplissez plus les classes. Et donc aujourd'hui, notamment dans les métropoles, l'enseignement privé est colonisé, non plus... le recrutement est non plus sur base confessionnelle, mais sur base socio-culturelle, et il est colonisé par les familles des milieux les plus favorisés. Et donc, on a cette ségrégation qui s'opère. Autre lieu où un relatif brassage pouvait s'opérer, les colonies de vacances. 4 millions de gamins en colonies de vacances tous les étés dans les années 60, à l'âge d'or des colonies de vacances, chères à Pierre Perret. Aujourd'hui, elles n'ont pas disparu, mais c'est 800 000 enfants en colo par an. Elles n'ont pas disparu, ces colonies de vacances, mais elles sont opérées aujourd'hui essentiellement par des collectivités locales, des départements ou les mairies. Et la politique qui est menée, c'est une politique sociale avec des tarifs préférentiels sur critères sociaux. Et donc on recrute massivement, et ce qui peut se défendre, pour ces colonies de vacances, des enfants de milieux les plus défavorisés. Ceux des milieux les plus favorisés vont se former à l'anglais ou vont découvrir la plongée et l'astronomie dans des séjours à thème mis en place par des organismes privés. Et donc là, il y a un ticket d'entrée qui est plus élevé, donc il y a un filtre, et donc on se retrouve entre soi. Et puis je caricature, mais les gamins des Gilets jaunes, leurs parents ils gagnent trop pour avoir les tarifs sociaux, et pas assez pour envoyer leurs gamins dans les autres institutions. Donc ils vont... système des débrouilles, en camping ou ailleurs, ce qui peut être très bien. Mais voilà. Et donc, vous voyez que tous ces lieux de socialisation, de brassage, petit à petit s'éteignent ou sont contournés ou sont en crise. Et donc, on a cette bulle qui se développe. Bulle qui se développe, et on ajoute à cela une dimension tout à fait nouvelle qui n'existait pas avant,
c'est le rapport à l'international. C'est-à-dire que nous avons, via nos filières de formation, notamment les filières sélectives, aujourd'hui, et c'est très bien, des cursus qui sont très fortement ouverts sur l'international, avec, dans toutes les écoles de commerce ou d'ingénieurs, l'année de césure, par à l'étranger. C'est très bien. On nous a beaucoup parlé d'Erasmus. Erasmus, c'est 1% d'une tranche d'âge. Hein, donc ça, faut mettre les pendules. Et donc, tout ça crée une distance qui est énorme. Parce que quand Nicolas Sarkozy ou François Hollande ont été élus, je reviens à mes gilets jaunes, même en province, on sait ce que c'est que Neuilly, et donc on savait bien que ni Sarkozy ni Hollande ne faisaient partie de notre monde. Bon. Mais pour autant, quand on regardait le 20h et qu'on les entendait parler après le G20, faire une conférence en anglais, là on était mort de rire, on disait bon, ils sont aussi nuls en anglais que nous, donc ils font quand même partie de la famille. Hein, il y a quand même une proximité culturelle qui est très forte. Ça marche plus avec Macron, ça. Macron, il est fluent. Et donc là, vous avez une distance qui est très forte. Quand vous regardez ce que le ministère des Affaires étrangères appelle les Français de l'étranger, les expats, ils ont voté énormément pour Emmanuel Macron. Et donc on a toute une partie de la société française, dans la jeunesse la plus diplômée et dans les hautes sphères, qui est aujourd'hui dans déjà une vision post-nationale. Quand l'essentiel de la société française reste dans un cadre mental qui est national, voire plus local. Je reviens à mes gilets jaunes, j'étais frappé de voir l'extrême abondance de drapeaux régionaux dans les défilés de gilets jaunes. Alors des drapeaux bretons, il y en a tout le temps, hein. Même un PSGOM, vous allez voir un drapeau breton, mais des drapeaux catalans, des drapeaux corses, des drapeaux des Flandres. Et quand vous regardez bien les photos, vous regardez que sur beaucoup des dossards des gilets jaunes était inscrit au marqueur noir le numéro de plaque minéralogique. Je suis du 60, je suis du 45, je suis du 72. Donc là, il y a toute une culture de la bagnole, c'est les indicatifs de CIBI, mais c'est aussi, ce que ça dit, c'est que notre référentiel est un référentiel départemental. C'est la France de la bagnole, donc on vit dans cet univers-là. On nous a bassiné avec le RIC, référendum d'initiative citoyenne. Une des revendications qui a le plus marché sur les ronds-points, c'était la taxation du kérosène, au même titre que le gasoil. Et donc ça donne quoi? C'est taxer le kérosène des bobos, au même titre que le gasoil que je mets dans ma Dacia pour aller gratter tous les jours. Et donc il y a ceux qui sont déjà post-nationaux, et il y a nous. Et donc là, ça crée une distance qui est tout à fait nouvelle et qui est très très puissante et très très profonde. Je cite dans la conclusion de mon ouvrage Raphaël Glucksmann, qui est très lucide sur la situation, et qui dit, écoutez bien les verbes, je me sens plus chez moi quand je vais à New York ou à Londres que quand je me rends en Picardie. Voilà. Donc alors, il ajoute, c'est tout là le problème. Donc voilà, donc il est lucide. Mais donc on a toute une partie de la population qui est déjà partie sur autre chose. Il y a un essayiste britannique qui s'appelle David Goodhart, qui a écrit un bouquin qui n'est pas encore traduit en français. Et donc moi je suis un peu comme les gilets jaunes qui ricanent, je ne suis pas très bon en anglais. Mais qui dit, voilà, ce qui s'est passé au moment du Brexit, c'est l'opposition entre deux Grandes-Bretagnes. Il y a le peuple des Somewhere, qui sont de quelque part, et le peuple des Anywhere. Alors il dit, bon, c'est un peu plus subtil, il y en a tout un paquet qui sont un pied dans l'un, un pied dans l'autre. Ben, je pense qu'on a ça, voilà. Hein, et donc dans ce processus de sécession des élites, on a aussi cette dimension d'internationalisation qui crée une distance qui est bien plus profonde qu'avant. Ce n'est pas que la distance de l'argent, c'est qu'on est sur un autre référentiel. Ça, c'est pour le haut de la société. À la base, on a un autre processus qu'on a appelé, nous, le processus d'autonomisation culturelle et idéologique des catégories populaires. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces milieux populaires se sont affranchis et se sont développés leur propre référentiel, leur propre culture, sans forcément être en réaction face à ce qui se passait, ou encore moins en reprise et en imitation de ce qui se passait. Encore une fois, là, on peut s'appuyer sur l'exemple des prénoms. Les sociologues qui ont travaillé sur cette affaire montrent que les prénoms, dans nos stocks de 2000, là, il y avait un cycle de vie des prénoms, parce qu'il y avait des effets de mode. Et donc, à un moment, il y avait des prénoms qui étaient adoptés par les milieux artistiques et culturels. Et puis, quelques années après, par cadres d'entreprise, cadres dirigeants. Puis après, les classes moyennes.
Et puis là, je ne sais pas si en économie ça marche, mais là ça marchait, il y avait la théorie du ruissellement, et donc les prénoms finissaient par descendre jusqu'en bas de l'édifice social. Et puis quand tout en haut s'apercevait que tout en bas, ces prénoms étaient en libre accès, on disait qu'il était très grand temps d'en prendre de nouveaux. Et donc la Noria repartait, comme toujours dans notre base de 2000. Depuis le milieu des années 80, ce phénomène ne marche plus. Ce phénomène ne marche plus, on a toujours des effets de mode. Et donc il y a une mode qui a été très très marquante, qui s'est un peu tassée depuis mais qui continue, c'est l'engouement pour les prénoms anglo-saxons. Avec le pic en 93, l'année où on a ouvert les vannes, mais ça avait déjà commencé avant. Les prénoms anglo-saxons, donc c'est massif, hein, au pic de cette affaire, c'est 13% des garçons en France qui vont porter des prénoms anglo-saxons. Alors vous avez en tête Kevin. Kevin, c'est le prénom masculin qui est le plus donné 7 années de suite. Donc je vous ai dit, on est à 13 000 prénoms, donc pour être number one 7 années de suite, il faut être costaud. 7 années de suite, 89-96, c'est Kevin. Donc au compteur, on a 160 000 Kevin en France. Vous rajoutez Brian, Dylan, Jason, etc. etc. Donc vous voyez bien le poids de la culture anglo-saxonne hein, sauf que quand vous regardez sociologiquement comment ça s'est fait, cet engouement pour les prénoms anglo-saxons n'a concerné pour l'essentiel que les classes populaires. À Versailles, il n'y a pas beaucoup de Kevin. Et à Neuilly non plus. Et donc on a fait, je vous ai dit tout à l'heure, on fait des cartes. Donc on a fait la carte des Kevin. Prénoms anglo-saxons, proportion de prénoms anglo-saxons par tranche d'âge, par département. Donc on sort une carte, vous verrez, elle est dans le livre. Et comme on a vu passer pas mal de cartes, vous voyez, mais cette carte, on la connaît. C'est la carte du deuxième tour de la présidentielle, en gros. C'est-à-dire, très forte présence de ces prénoms sur tout le quart nord-est de la France, et Alpes-Maritimes et Var. On dit, c'est la carte du front. Bon. Sauf qu'on a appris à l'école que corrélation n'est pas raison. C'est pas parce qu'il y a deux cartes qui se ressemblent qu'il y a un lien. Mais on avait notre petite idée quand même derrière la tête. Et donc, moi, ça fait longtemps que je travaille sur le Front National, et je me souvenais que le maire d'Hénin-Beaumont, qui est le fief de Marine Le Pen, il s'appelle Steve Briouat. Et qu'un jeune type qui dirigeait à l'époque le Front National de la Jeunesse, alors il a été appelé à un bel avenir, il s'appelait Jordan Bardella, etc., etc. Et donc, vous pouvez aller regarder dans vos régions respectives les listings de candidats du Front National, il y a beaucoup de ces prénoms. Et, c'est pas une blague, ces prénoms, en revanche, sont très peu présents dans les listes présentées par les autres partis. Donc il y a toute cette France populaire qui se dit, voilà, c'est nous, ils portent nos prénoms, etc. etc. Donc on est bien là sur une autonomisation culturelle. Parce que voilà, à chaque fois que je dis dans une conférence Kevin, tout le monde est mort de rire. Kevin était très vite stigmatisé, sauf qu'il a été massivement donné. C'est-à-dire qu'on retourne le stigmate, on dit, mais voilà, nous, ça nous va bien, c'est notre univers, c'est notre référentiel. Et donc cette carte de France, le nord-est, là, je dis, on reprend notre petite voiture de sociologue, et donc on va partir là, la frontière des Vosges, là en Alsace, jusqu'à Calais, en voiture. Alors il y a une condition, qui n'est pas mineure, mais vous ne traversez pas de préfecture. On prend plutôt les départementales. Bien là, vous pouvez faire 300 km, vous traversez que des communes où Marine Le Pen est majoritaire. Tout le quart nord-est, hormis les zones urbaines, tout est à plus de 45-50%. Rappelez-vous le climat de l'entre-deux tours. Il y a un bashing sur Marine Le Pen qui est très fort, c'est classique. Front National, xénophobie, racisme, etc. Incompétence économique, la sortie de l'euro. Et vous ajoutez, cerise sur le gâteau, le ratage total de la candidate dans son débat d'entre-deux tours. Donc, dans ce climat-là, voter Le Pen au deuxième tour de la présidentielle, c'est quand même le vote de paria. Eh bien, des régions entières, majoritairement, votent pour la candidate paria. Et ont appelé leur gamin Kevin. Donc on est bien sur cette autonomisation culturelle et idéologique de ces milieux populaires en disant on n'attend plus rien de vous et on se bricole avec ce qu'on a sous la main, notre propre idéologie et notre propre référentiel culturel. On est ici à Paris, donc c'est assez peu visible, mais en province, vous avez dans un certain nombre de territoires, notamment ceux-là, mais pas seulement, un vrai engouement pour toute la culture country. Il y a des clubs de danse country, etc. Il y a des festivals, donc ça fait marrer à Paris. Mais
y a toute une partie de la population qui se reconnaît là-dedans et qui se approprie, qui se définit sa propre culture avec ce qu'elle a sous la main, parce qu'on est aussi dans la France d'après Braudel, et que même dans ces terroirs-là, tradition paysanne, etc., c'est comme le parti animaliste, on est reparti de zéro, et donc on se fabrique un nouveau référentiel avec ce qu'on a sous la main. Et ce qu'on a sous la main, souvent, c'est la world culture à pas cher, qui nous est délivrée par les médias. Donc ça, c'est le haut, le bas. Et ce processus, vous voyez, d'autonomisation, de fragmentation de la société française, il est endogène. Et donc rien qu'avec ça, déjà, avec nos grosses enveloppes qui ont sauté, on est sur un archipel. Mais pour compliquer le modèle, ou le rendre encore plus divers, on a un autre processus qui a concerné la société française depuis le début des années 60, qui est un phénomène majeur, qui est celui de l'immigration, qui là va encore compliquer la donne en termes de fragmentation et de diversification. Là encore une fois, si on prend les prénoms comme thermomètre, je vous disais tout à l'heure, l'INSEE ne fait pas de classification de prénoms catho, ni de prénoms bretons, alors encore moins de prénoms arabo-musulmans, ce que nous on a fait. Donc on a pris les listings, on a dit, bah voilà, tous ces prénoms-là, ils se rattachent à un titre ou à un autre, soit à la religion musulmane, soit au Maghreb, soit à la Turquie, soit à l'Afrique subsaharienne. Donc c'est un boulot énorme. Et ensuite, quand on a cette grille, on l'applique au fichier. Donc de 1900 à 1960, on a 0% de naissances donnant lieu à ce type de prénom. Parce que dans le fichier lycée a été retiré les départements d'Algérie, donc il n'y a plus que la France actuelle. En 1960, on est à 1% des naissances. Là, la dernière année qu'on avait dans le fichier, c'est 2016, on est à 18 à 19% des naissances, France entière. Donc vous voyez, là aussi, la vitesse avec laquelle les choses ont évolué, c'est-à-dire de 60 à aujourd'hui, en 50-60 ans, on est passé de 1 à 19. Ce qui est énorme, c'est colossal. Là aussi, c'est une moyenne nationale. 19%. En Mayenne ou en Vendée, on est encore à 3 ou 4. En Seine-Saint-Denis, on est à 45% des naissances. Et tous les départements qui comprennent des grandes métropoles, Haute-Garonne avec Toulouse, le Nord avec Lille, Strasbourg, etc., on est à plus de 20%. Donc tous les départements démographiquement les plus dynamiques, on est à 15, on est à plus de 20%. Et le reste. Donc ça dit quoi? Ça dit qu'à 18 ou 19% des naissances, avec des prénoms arabo-musulmans, on est de facto dans une société qui est multiculturelle aujourd'hui. Alors ça ne dit pas que 18 à 19% de la population appartient à ce groupe de population. C'est parmi les naissances, parce qu'il y a une pyramide des âges qui est plus jeune. Mais ça veut dire que la France de demain, elle comptera à peu près 20 à 25% de cette population-là. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce chiffre est massif, mais il ne doit pas être pris d'un bloc. C'est-à-dire que quand on regarde les prénoms, nous on a agrégé ça, prénoms arabo-musulmans, on a des prénoms maghrébins. Dans les prénoms maghrébins, on a les prénoms kabyles et les prénoms non kabyles. On a une palanquée de prénoms turcs, et dans les prénoms turcs, là aussi il y a des listings, on a des prénoms kurdes et des prénoms non kurdes. Et puis dans l'Afrique subsaharienne, on a aussi une multivariate. Donc en fait, c'est en soi un archipel, mais qui s'est accolé à l'archipel qui était déjà la France. Donc on a tout cela qui existe. Porter ce type de prénom ne prédispose pas non plus à être musulman pratiquant. Comme une petite fille qui va se faire appeler Marie, et pas forcément une bonne catholique quand elle va grandir. S'appeler Karim ou Mohamed, on n'est pas forcément musulman derrière. Ces prénoms sont aussi portés par beaucoup de gens qui ont versé leur sang pour la France. Le policier qui est mort devant Charlie Hebdo, il s'appelle Ahmed Merabet. Les 3 militaires français qui ont été tués par Mera avant qu'ils s'en prennent à une école juive à Toulouse étaient des parachutistes français d'origine maghrébine. Et puis, on trouve tout sur Internet. Vous allez sur des sites où on a la liste des soldats français tombés en Afghanistan contre les talibans. Quand vous voyez les noms et les prénoms, il y a 10% de l'effectif qui est issu de cette population-là. Donc, on peut tout à fait payer le prix du sang et donc plus patriote que beaucoup de Français et porter ces prénoms-là. Néanmoins, on voit bien que la machine assimilatrice telle qu'elle a fonctionné sur la longue période en France ne fonctionne plus de la même manière. Et que là, on peut avoir tout à fait une intégration économique, sociale et culturelle qui fonctionne, mais qu'en termes d'assimilation,
on est sur un autre répertoire. Le fichier de l'INSEE, repartant depuis 1900, nous sommes allés regarder ce qui s'était passé en termes de choix de prénoms lors de vagues migratoires antérieures. Par exemple, dans le Pas-de-Calais, au lendemain de la Première Guerre mondiale, lorsqu'on a été chercher des centaines de milliers de mineurs polonais pour remplacer les mineurs français qui étaient tombés au front, eh bien, alors là aussi, il y a des annuaires de prénoms polonais, donc on va les coder. Et donc quand on rentre cette grille dans la machine, on voit apparaître instantanément, dès 1919, des prénoms polonais à l'état civil dans le Pas-de-Calais, de manière significative, jusqu'au milieu des années 30. Dans les années 30, on ferme les vannes, il n'y a plus d'entrée. Alors, vous allez me dire, mais c'est bizarre parce que il y avait quand même l'état civil, à l'époque, notamment dans le Pas-de-Calais, ça devait filer droit, et pour autant, il y avait ces prénoms polonais qui avaient été acceptés. Sauf que la société française à l'époque pensait que ces gens-là repartiraient rapidos. D'ailleurs, c'est ce qu'ils souhaitaient, puisque la Pologne, après la Première Guerre mondiale, redevient un État indépendant. Il y a la dislocation des empires, et donc beaucoup de ces Polonais viennent en France et sont dans l'idée de rester 10-15 ans, de gagner de l'argent, et de repartir dans leur pays, construire un pays. Et donc du coup, eh bien, on donne des prénoms polonais aux enfants, on se marie entre Polonais, entorse à l'école de la République, avec l'aide du puissant patronat des houillères, on ouvre les écoles publiques le soir pour qu'il y ait des cours en polonais. Et donc il y a toute une contre-société polonaise qui se met en place, parce qu'on a l'image que tout ça se passait bien, mais c'était très violent. C'est-à-dire que, bon, beaucoup étaient catholiques, mais ils avaient leur propre prêtre catholique. Et puis pour ceux qui n'étaient pas catholiques, on retrouve ma matrice, bon, ils étaient communistes, on était dans les mines, c'était à la CGT. Et la CGT avait dans chaque puits une section polonaise et une section française. Hein, voilà. Et les équipes de mineurs, quand ils descendaient au fond, étaient sur base nationale. Il y avait l'équipe des Polacs, l'équipe des Français, ça ne se mélangeait pas. Ça ne se mélangeait pas non plus dans les mariages mixtes, en tout cas sur la première génération. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que dès les années 40-50, il y a une disparition des prénoms polonais à l'état civil, et ça s'accompagne, il y a des travaux d'ethnographie, avec un développement très important des mariages mixtes. Et donc on se marie dans, entre guillemets, le groupe d'à côté, et le prénom commence... J'arrête. Pardon. Ce qui se produit beaucoup moins dans l'immigration actuelle. On a la même chose avec les prénoms portugais dans les années 70. On les voit apparaître très massivement à l'état civil au plan national. Et puis les Pedro, les Rui, les Joao, tout ça, en 5-6 ans, c'est nettoyé. 10 ans. Une des différences fondamentales entre ces immigrations passées et l'immigration actuelle, c'est qu'elles ont été contingentées dans le temps. Et donc les communautés qui étaient arrivées n'étaient pas, entre guillemets, approvisionnées sur le marché matrimonial et maintenues dans un bain culturel du pays d'origine par un apport continu de personnes qui venaient du pays. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a en plus, à l'époque de mes Polonais du Pas-de-Calais, pas de chaîne parabolique, pas d'antenne parabolique, etc., etc. Donc les liens avec les pays d'origine sont beaucoup plus distendus. Aujourd'hui, tout ça, et donc tout ça contribue aussi au fait que la machine assimilationniste française, assimilatrice, elle ne fonctionne plus. On peut intégrer économiquement, socialement, mais culturellement, ça reste compliqué. Et donc tout ça, j'en termine, on arrive, mais c'est quelque chose qui est plus connu, sur la dernière partie, qui est la partie électorale des choses, en disant, en fait, tout ce qui est en train de... ce à quoi on est en train d'assister, c'est-à-dire l'effondrement de la gauche et de la droite, l'émergence d'un bloc central, l'opposition de ce bloc central à un rassemblement national, le fait que nos cartes électorales ressemblent maintenant de manière très très lointaine aux cartes qu'on a connues, tout ça en fait n'est pas le fruit du hasard, c'est la mise en conformité tardive du paysage électoral avec la nouvelle réalité sociale et culturelle française. Et donc, comme l'affrontement gauche-droite était structuré sur cet affrontement entre Cato et autres, tout ça a disparu. Hein. Quelqu'un qui n'était pas un historien comme Fernand Braudel, mais Louis Pergaud, l'auteur de la guerre des boutons,
Il vous donne la clé à un moment de pourquoi on se fout sur la gueule depuis des dizaines d'années entre Longeverne et Velleran. Il dit on était rouge à Velleran et Calotin à Longeverne. Hein, donc il y avait ça. C'est ça qui structurait. Bon, ça a sauté. Et donc maintenant, c'est autre chose qui est en train de se mettre en place. Et Emmanuel Macron a vécu de l'intérieur ce qui se passait au Parti socialiste et il a fait le constat que les appareils étaient vermoulus et qu'il suffit de pousser un peu fort pour que tout s'effondre. Alors ça s'est très bien passé à la présidentielle avec le Parti socialiste. Il a fallu attendre 2 ans pour les Républicains. Et donc tout ça n'est, encore une fois, pas le fruit du hasard. Et on est sur une recomposition. Alors il se peut très bien que le nouvel état de la vie politique française soit un état instable, avec des équilibres qui bougent très fortement. C'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon fait 20% à la présidentielle. 2 ans après, ils sont à 6,5%. Les Républicains, même punition. Les Verts, qui n'existaient pas à la présidentielle, montent à 13%. Et tout ça bouge. L'électorat d'Emmanuel Macron reste stable en score. Il y a toute une partie de sa branche gauche qui est partie, qui a été remplacée par des gens qui venaient de la droite. Donc on a un processus comme ça qui est très brownien, mais qui correspond sans doute à la période. Et ce dont on peut par contre être sûr, c'est que notre vieux modèle gauche-droite, qui a donné naissance aussi à nos institutions politiques, c'est-à-dire un système à 2 tours, qui permettait les reports de voix parce qu'on était bloc à bloc, aujourd'hui est complètement grippé. C'est comme un moteur qui est mal calé, si vous voulez. Et donc on a eu, en mai 2017, un deuxième tour de la présidentielle où Emmanuel Macron fait 65% des voix. 1 an et demi après, on a les gilets jaunes. Parce qu'on voit bien que la régulation par les urnes, aujourd'hui, elle ne fonctionne plus et que beaucoup de gens ne se reconnaissent pas dans cela et qu'on est sur quelque chose qui va encore bouger très très longtemps. Donc j'ai fait un grand détour pour arriver à cette explication politique. Et donc voilà, c'est un peu ce que je raconte dans le livre. Et bon, pour ceux que ça intéresse, il sera en vente à la fin si vous le souhaitez. En tout cas, je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long. Puis si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci. À vous les questions. Si vous voulez bien, vous pouvez vous présenter très brièvement. Charles Comte, je suis chargé de mission à la Ligue de l'enseignement et adhérent du Cercle Condorcet d'Eure-et-Loire. Votre bouquin est tout à fait, vraiment, habituellement je ne dis pas ça, mais il est vraiment remarquable. Là, vraiment, c'est quelque chose sur on peut s'appuyer vraiment de façon très précise, bourrée de faits. On a travaillé ensemble au sein du Comité national d'action laïque. On sait comment vous travaillez, la rigueur est là. Et c'est presque ça qui me fait peur, parce qu'autant il est précis, informé et quasi incontestable, autant il est un peu effrayant, en particulier quand on parle de la sécession des élites. Parce que faire contre ça? Au bon vieux temps de la gauche et de la droite, c'était l'alliance des classes populaires et des classes moyennes quand même, qui était notre objet. Et aujourd'hui, face à ce phénomène-là, on constate donc ces polarisations diverses et variées. Alors d'aucuns disent communautarisme, mais en fait tout le monde est un peu communautariste, donc le truc tombe un peu en plat. Il y a une sorte de rivalité mimétique entre les pôles ethnico-religieux, comme il y avait une rivalité mimétique entre les laïcs et les cathos. Et j'ai envie de vous poser la question, que faire? Vous n'êtes pas là pour ça, mais que faire? Voilà, maintenant c'est... Alors, c'est en partie pour ça que j'ai écrit le livre. C'est pour essayer de montrer ce phénomène. Le livre s'adresse à tout le monde, mais...